Sous une lune rouge sang, le culte du démon céleste cache son secret le plus mortel, les ombres. Un homme solitaire se tient au milieu d'une montagne de cadavres, seul survivant d'une nuit de massacre brutal. Du sang frais goûte lentement de son poing serré. Baek Keoniéol respire lourdement, le visage éclaboussé par les tripes de ses ennemis. Officiellement, ces ombres sont les protecteurs secrets du jeune chef du culte. Il reste impassible dans une mare de sang qui n'est pas le sien. On les appelle les alter-ego du chef, des lames silencieuses qui se chargent des sales boulots que personne d'autre ne veut faire. Le guerrier agrippe sa lourde épée large, ses vêtements en lambeaux et tachés par le combat. Officieusement, ce ne sont que des chiens. Une nouvelle vague d'assassins masqués l'encercle, chacun étant un maître des arts secrets du culte. Baek les fusille du regard et leur demande pour qui ils se prennent. La foule d'ombre hésite, ressentant la puissance brute qui émane de l'homme au centre. Il exige de savoir qui a donné l'ordre de le buter. Ces mecs n'ont pas de nom, seule la mission compte. Un des assassins bondit, dans une tentative désespérée d'abattre une légende. Le maître les tranche sans aucun effort. Seuls les doyens les plus haut placés connaissent les véritables origines des ombres. Et dans la longue histoire du culte, aucune ombre n'a jamais été autorisée à atteindre le rang de doyen. Baek balance son énorme lame avec une force à briser les os. Il est la première ombre à n'avoir jamais atteint le royaume démoniaque suprême. Un assassin galère pour bloquer la frappe surpuissante. Pour le culte, un maître de son niveau est une erreur qu'il faut corriger. Le guerrier rugit à nouveau, exigeant une réponse pour cette trahison. Il croise le fer avec les tueurs masqués, sa vitesse et sa puissance écrasant leurs attaques coordonnées. Une des ombres se fait taillader la poitrine et hurle aux autres de finir le boulot. Les yeux de Baek se plissent en entendant cet ordre désespéré. Il tourbillonne dans un ouragan d'acier, charcutant tous ceux qui sont à sa portée. Il refuse de crever des mains de ses marionnettes. Baek lève les yeux vers la lune rouge et dit à son public invisible de bien regarder. Il n'a pas oublié ses camarades tombés au combat, ceux qui ont été jetés aux ordures aussi facilement que lui aujourd'hui. Le guerrier prépare sa prochaine attaque, annonçant aux nouveaux arrivants que ce massacre est leur seul avenir. Le seul survivant déclare qu'il a fini de suivre les ordres, il se bat pour sa propre peau maintenant. Les assassins restants se figent, paralysés par son intention meurtrière. Baek se moque de leur peur, se demandant pourquoi ils hésitent à finir le boulot. Une voix résonne dans les airs, ordonnant qu'on lui ouvre la voie et traitant les assassins de sombres abrutis. L'expression du guerrier change alors qu'il ressent un pic massif d'énergie démoniaque. Une silhouette descend du ciel, lévitant au-dessus du champ de bataille. Pathétique, lâche-t-il avec mépris. Baek reconnaît instantanément le nouveau venu. C'est le démon céleste. Le chef du culte irradie d'une aura cramoisie terrifiante, exigeant le respect de son subordonné. Il n'arrive pas à croire que le chef suprême descendrait en personne juste pour s'occuper d'une seule ombre. Le démon le reconnaît, qualifiant Baek de plus grand assassin que le culte ait jamais connu. Le visage du maître se crispe de rage. Il a tout donné au culte, pour finir traqué comme un animal. Le chef reste de marbre. Pour lui, un chien de chasse est fait pour être bouffé une fois la traque terminée. Les yeux de Baek brûlent d'une lueur sombre. Il demande si son utilité est la seule mesure de sa vie. Le démon céleste sourit cruellement. Un cabot qui essaie de surpasser son maître est une menace intolérable. Le guerrier hurle, balançant son épée avec chaque once de force qui lui reste. Il rétorque qu'une ombre doit être forte pour survivre. Il rejette la logique tordue du culte. Il refuse d'accepter sa mort comme un simple ordre. L'aura du démon s'embrase, suffoquant toute la zone. Tout clébard qui montre des intentions meurtrières envers son maître doit être piqué. Baek serre les dents, mettant toute son âme dans une dernière frappe désespérée. Il a fini de vivre comme un esclave. Baek libère sa technique ultime et désespérée, la danse sanglante du démon fou. Le démon céleste se sent insulté par cette résistance, son aura s'enflammant d'une intention mortelle. L'acier heurtant l'énergie pure, le guerrier jette toutes ses forces dans une dernière charge suicidaire. Il se tient là, amoché au milieu des morts, son corps poussé bien au-delà de ses limites. Le chef du culte se tient triomphant, ordonnant que l'ombre rebelle soit réduite en cendres. Baek hurle son refus, son visage en sang figé dans un masque de pure défiance. Il ne peut pas accepter cette fin. Les deux puissances ultimes entrent en collision dans une explosion aveuglante d'énergie démoniaque. Le démon céleste se moque de cet enfoiré arrogant, canalisant son pouvoir destructeur dans une frappe finale. La paume sanglante frappe, une rafale concentrée de pure malice visant directement le cœur du guerrier. L'impact rase la zone, une vague massive de lumière et de son engloutissant tout sur son passage.
Baek hurle alors que sa forme physique commence à se désintégrer sous la pression écrasante. Son corps est déchiqueté, son existence même s'effaçant dans le vide du pouvoir du démon céleste. Alors que sa conscience s'évanouit, le guerrier est consumé par une lumière spectrale aveuglante. Dans ces derniers instants, il prête un serment de sang pour une vengeance éternelle. Il ne crèvera pas comme ça. Un cri perçant et soudain déchire les ténèbres, suppliant un frère de se réveiller. Le monde redevient peu à peu net, mais ce n'est pas le champ de bataille infernal auquel il s'attendait. Quelqu'un se fout de lui en le traitant de pauvre lavette. Baek ouvre les yeux pour se retrouver allongé sur le sol poussiéreux d'un marché bondé. Une petite fille se penche sur lui, le visage rongé par l'inquiétude. Il est complètement désorienté. Il entend une voix l'appeler, mais rien de tout ça n'a de sens. Ses yeux s'ouvrent grands, l'iris bleu clair vif malgré sa confusion. En levant les yeux, il voit les toits d'une ville inconnue sous un ciel bleu dégagé. Il se demande si c'est ça l'enfer. Le monde tourne. Les voix autour de lui semblent lointaines et étranges. La petite fille avec ses 2 chignons lui demande s'il va bien, mais Baek ne sait même pas qui elle est. Il regarde autour de lui, essayant de comprendre où il est et ce qui vient de lui arriver. Un groupe de villageois s'est rassemblé, murmurant qu'il a pété un plomb après avoir pris un seul coup. Baek fixe d'un regard vide l'enfant qu'il appelle grand frère. Il n'a aucun souvenir d'elle. Un voyou trapu du nom d'Huchon se marre, se foutant de la gueule du jeune chef de secte pour son état pitoyable. La gamine rembarre les brutes, exigeant de savoir pourquoi ils ont frappé son frère. Huchon ricane et lui dit de ne pas s'en mêler. Pour lui, le gamin par terre n'est qu'une cible facile. Baek essaie de rassembler ses pensées. Il se souvient d'avoir été déchiqueté par la paume du démon céleste. Il devrait être mort. L'enfant ne se démonte pas, criant que ce sont les loupards qui ont foutu la merde en premier. Le guerrier regarde ses mains, qui tremblent de faiblesse. Il est en vie, mais ce n'est pas son corps. Il se souvient de la douleur atroce de sa chair en train de brûler. Tout ça n'était-il qu'une illusion? Rien ne va dans cette situation. Ses fringues sont différentes, et il se sent physiquement super faible. Un coup de pied violent fait reculer la petite fille en titubant. Les racailles n'ont aucune patience pour ses caprices. Baek se lève, ses mouvements sont raides. Il regarde les inconnus et exige de savoir qui ils sont. Huchon serre le poing, se demandant si le gosse a besoin d'une autre raclée pour lui remettre les idées en place. Le regard du guerrier devient glacial. Il commence à réaliser la réalité de sa situation, et ses vieux réflexes refont surface. L'enfant s'accroche à sa manche, le suppliant en larmes de juste rentrer à la maison avec elle. Il baisse les yeux vers elle, voyant la terreur sincère dans son regard. Il lui demande si elle va bien. Elle hoche la tête frénétiquement, le suppliant d'arrêter de dire des trucs chelous pour qu'il puisse juste se tirer. Baek retire doucement son bras. Il lui dit froidement qu'il n'est pas son frère. Il reporte son attention sur les racailles, sa posture se changeant en celle d'un tueur chevronné. Il n'est pas celui qu'il croit. Les yeux de la petite fille s'embuent de larmes alors qu'elle fixe son frère, terrifiée par l'aura froide et meurtrière qui émane de lui. Les voyous de la secte du Dragon Blanc éclatent de rire, convaincus que le coup sur la tête a fini par rendre cette lavette complètement tarée. Avec un regard qui a vu 1000 morts, Baek Keoniéol déclare sa véritable identité en tant qu'ombre du culte du démon céleste. Son âme reste celle d'un maître suprême, celui qui a gravi les sommets du royaume démoniaque ultime. L'esprit de Baek Keoniéol plane derrière sa frêle silhouette, sa voix portant le poids d'un boucher légendaire. Les loupards échangent des regards confus, se demandant où ce gamin sans couilles a appris des noms aussi grandioses et flippants. Se foutant de leur confusion, Baek les prévient de dégager avant qu'ils ne perdent complètement patience. Huchon et ses larbins trouvent ces menaces encore plus drôles, se moquant de l'idée que ce gamin ait pu massacrer des montagnes d'ennemis. La petite fille supplie son frère de redescendre sur terre, craignant que son arrogance délirante ne les fasse tuer tous les deux. L'humiliation brûle dans la poitrine de Baek. Jamais dans son ancienne vie des sous-merdes pareils n'auraient osé lui rire au nez. Il envisage d'en finir rapidement en coupant la tête d'Huchon, son esprit calculant déjà la frappe la plus efficace. Mais le bon sens l'emporte. Il réalise que son corps actuel n'a pas la puissance nécessaire pour soutenir ses intentions meurtrières. La voix de la fille l'atteint à nouveau, son grand frère, larmoyant, touchant une corde sensible dans sa mémoire fracturée. Il la fixe sous le choc, assimilant enfin la réalité. Il est maintenant responsable de cette gamine. Déterminé à éviter une bagarre inutile, Baek décide de donner la priorité à leur fuite du marché. Il exige des excuses pour la fille, sa voix stable malgré les rires moqueurs qui résonnent autour d'eux. Lorsqu'il se tourne pour partir, Huchon se moque, le traitant de lâche qui se cache derrière une gamine. Huchon s'avance, la main levée pour donner un autre coup afin de rééduquer le morveux.
En un éclair, la main de Baek fuse, ses doigts se refermant sur la gorge d'Huchon avec une force surprenante. Avec un regard glacial, il dit au voyou de se casser, refusant de perdre une seconde de plus avec une merde aussi insignifiante. Huchon crachouille et halète, son visage virant au rouge alors qu'il se débat pour briser la poigne de fer sur sa trachée. Le silence qui s'ensuit est lourd, les autres racaillent réalisant que le regard du gosse n'a pas scié une seule seconde. Furieux, Huchon arme un poing lourd, déterminé à fracasser le crâne du morveux. La main de Baek bouge comme une vipère, parant la frappe maladroite avec une aisance expérimentée. Il riposte avec une frappe nette de la paume sur le torse, canalisant le peu d'énergie qu'il a dans le point d'impact. La force du coup fait tituber le colosse, ses pieds glissant sur le sol poussiéreux. La petite fille ne peut qu'observer dans un silence stupéfait, alors que son frère, soi-disant faible, se tient droit et fier. Les autres voyous regardent avec incrédulité, se disant qu'Huchon a sûrement juste trébuché sur ses propres pieds. Baek regarde sa main tremblante, le contre-coup de la frappe prouvant à quel point ce corps est vraiment fragile. Il sait qu'il ne peut pas tenir un combat prolongé. Il doit en finir et trouver un endroit sûr pour récupérer. Alors qu'il se tourne pour repartir, il sent la fille le suivre de près, les yeux écarquillés par un mélange de peur et de respect. Huchon hurle de frustration, incapable d'accepter d'être humilié par un gamin devant ses sous-fifres. L'air se refroidit alors que Baek jette un regard en arrière, ses yeux bleus transperçant la fausse bravoure d'Huchon. Dans un tintement métallique, Huchon dégaine son épée, le visage déformé par un rictus meurtrier. Terrifiée par l'acier, la petite fille se jette devant Baek, offrant sa propre vie pour le sauver. Même les autres loupards hésitent, prévenant Huchon que sortir une lame en plein marché va leur attirer de gros emmerdes. Baek pose doucement une main sur la tête de la fille, lui disant de reculer et de le laisser s'occuper des ordures. La confiance d'Huchon vacille une fraction de seconde alors qu'il croise le regard implacable de Baek. Une peur étrange et primaire commence à s'enraciner dans le cœur de la racaille, sa main se mettant à trembler sur la poignée de son épée. Baek avance d'un pas mesuré, l'air même autour de lui semblant vibrer sous sa pression silencieuse. Il leur offre une dernière chance de rester en vie, un ultime avertissement qui porte l'autorité d'un démon. Enragé par sa propre peur, Huchon hurle et lève sa lame, refusant de reculer face à ce gamin qui devrait être mort. Avec un rugissement meurtrier, Huchon se jette en avant, disant à Baek de ne pas lui en vouloir d'abréger sa vie sitôt. Baek observe la lame descendre avec une concentration calme et détachée, ses instincts de guerrier ralentissant le monde autour de lui. Le loupard met tout son poids dans une violente attaque verticale, hurlant à plein poumon. Pour Baek, l'attaque est d'un amateurisme affligeant et pleine d'ouverture. Il se moque de cet idiot qui manie une épée les yeux fermés. Son pied pivote sur le sol poussiéreux, préparant un mouvement de contre-attaque qui défie les limites de son corps actuel. Dans un flou de mouvements, Baek bondit et tournoie, son corps se tordant dans les airs pour esquiver l'acier maladroit. Mais quelque chose clochait, un sifflement aigu alors que la lame lui entaillait la cuisse. En plein vol, l'expression de Baek a vacillé d'hésitation lorsqu'il a réalisé qu'il avait été trop imprudent. Ce corps était incapable d'exécuter des techniques aussi complexes. L'expression d'Huchon était un mélange d'impulsion et de peur alors qu'une traînée de sang éclaboussait le décor. La petite fille crie le nom de son frère, la voix tremblante de terreur face à cette soudaine explosion de violence. Malgré cela, Baek atterrit légèrement alors que son adversaire se tenait encore là, abasourdi. Avec la grâce d'un maître aguerri, Baek s'est penché en arrière, esquivant le coup de poing entrant. Un coup de poing dans l'estomac du voyou l'a fait vaciller, le pliant en deux dans une quinte de tout sèche. L'épée dans sa main tomba également au sol. Le loupard vaincu s'étale sur la passerelle en bois, sa fierté et son corps brisé par un gamin qu'il prenait pour un paysan. Les autres membres de la secte du Dragon Blanc se précipitent aux côtés de leur chef, leur voix pleine de panique et de confusion. Baek sait que le mec vivra. Il a volontairement retenu son énergie interne pour s'assurer que la frappe soit seulement incapacitante. La petite fille fixe Baek avec incrédulité, incapable de concilier le frère qu'elle connaissait avec le guerrier qui se tient devant elle. Baek examine le poids de l'épée, ses doigts traçant la poignée avec une familiarité née d'une vie entière de tuerie. Les racailles autour sont paralysées par le choc, murmurant d'incrédulité que la lavette a vraiment désarmé Huchon. Baek se moque de la qualité de la lame, la trouvant bien trop grandiose pour un artiste martial de 3e zone comme le mec au sol. Il fait un pas lent et délibéré vers Huchon, le bruit de sa botte sur le bois résonnant comme un glas. Huchon lève les yeux à travers un brouillard de sang et de douleur, les yeux écarquillés par une terreur pure et absolue. Baek pointe l'épée sur la gorge de la racaille, sa voix glaciale alors qu'il déclare que le sang se paie par le sang. Huchon est étalé sur le dos, en sueur et à bout de souffle.
Ses potes réalisent qu'ils sont dans la merde jusqu'au cou et essaient de parlementer, criant que le combat est déjà terminé. Baek Keoniéol n'écoute pas. Il serre la lame volée alors que l'ombre impitoyable de sa vie passée plane sur lui, lui rappelant sa vieille règle. Quiconque voit son sang doit mourir. L'ancien moi de Baek Keoniéol se dessine en arrière-plan, rappel de son serment de ne jamais laisser vivre un jour de plus quiconque fait couler son sang. Huchon gît paralysé au sol alors que l'âme du guerrier promet une fin lente et atroce à quiconque se dresse sur son chemin. Le reste du groupe est secoué, suppliant le gosse de juste lâcher l'épée avant que les choses ne dégénèrent encore plus. Il reste de marbre, le regard fixé sur les racailles alors qu'il déclare le match terminé. Baek Keoniéol les prévient que s'ils reviennent un jour pour se venger, ils ont intérêt à être prêts à parier leur vie. Le chef à terre ne peut que gémir de douleur, une seule larme s'échappant alors que le poids de sa défaite se fait sentir. Le jeune homme se penche pour récupérer une épée abandonnée dans la saleté. Il rengaine la lame, considérant ça comme un juste paiement pour l'entaille peu profonde sur sa jambe. La foule du marché regarde avec incrédulité les deux s'éloigner, stupéfaite que le gamin chétif qu'il connaissait puisse être aussi vicieux. Il continue d'avancer, son esprit tournant déjà à plein régime sur les implications de sa survie. Les racailles restantes réalisent que leur plan actuel est foutu et qu'ils auront besoin d'une nouvelle approche pour gérer ce retournement de situation. Ils soulèvent leur chef amoché, mais ils se contentent de les insulter alors qu'ils battent en retraite à la hâte. En passant devant l'auberge de la pêche immortelle, Baek Keoniéol réalise qu'il est à Hubei, en plein cœur des plaines centrales. Il s'arrête net, stupéfait par la distance qui le sépare de sa patrie d'origine. Il fixe la ville animée, incapable de comprendre comment ou pourquoi il a atterri dans ce corps étranger, dans un endroit où il n'a jamais mis les pieds. La fillette remarque son silence soudain et lève les yeux, inquiète par le regard étrange qu'il affiche. Il passe devant un stand rempli de miroirs et d'accessoires. Ayant besoin de confirmer ses craintes, le garçon tend la main et saisit un miroir à main. Il le lève et se fige en voyant son reflet pour la première fois. Le visage rugueux et endurci par les batailles du démon céleste sanglant a disparu, remplacé par quelqu'un qu'il ne reconnaît pas. Il est dégoûté par la vue de ce petit minet frêle qui a l'air d'avoir à peine 20 ans. Sa sœur le regarde trembler, son inquiétude grandissant alors qu'il continue de fixer le verre avec un regard de pur choc. Le miroir se brise sur le sol en glissant de ses doigts. Baek Keoniéol s'éloigne en titubant, complètement dépassé par l'idée de devoir vivre dans ce corps de lâche. Soudain, une main attrape son épaule et le fait brutalement pivoter. Le marchand fulmine, hurlant qu'il doit payer pour la marchandise cassée avant de pouvoir se tirer. Le jeune homme se retourne avec un regard si intense qu'il coupe instantanément les cris du type. Le marchand tressaille en ressentant la présence glaçante d'un tueur derrière ce visage doux. Malgré la peur, le gars essaie de garder sa fierté, disant au joli cœur d'essayer un peu pour voir. Baek Keoniéol n'hésite pas, cherchant son épée alors que son instinct de tueur prend le dessus. Avant que le sang ne coule, la fillette s'interpose et jette une pièce d'or au marchand. Elle lui a dit de garder la monnaie, lui lançant un regard espiègle qui a réglé la dette. L'attitude du marchand change du tout au tout, s'inclinant bien bas et invitant le jeune maître à revenir. Il laisse le type prosterné derrière eux, la fille sautillant en avant pendant que son frère reste dans un état second. Il s'arrête une fois de plus, son esprit luttant pour accepter sa nouvelle réalité. Quand il demande à la fille s'il est vraiment son frère, elle le regarde comme s'il avait complètement perdu la boule. Elle lui explique clairement, il est Dan Wolliok, le fils aîné du chef de la secte de l'origine céleste. Le nom de la secte lui semble familier, mais il n'arrive pas à se rappeler où il l'a déjà entendu. Il essaie de se souvenir du moindre détail sur le chef de la secte, Dan Yeokseong, mais le nom ne lui évoque absolument rien. Il réalise qu'il va devoir vivre sous le nom de Dan Wolliok pour le moment, que ça lui plaise ou non. Le garçon se pince la joue aussi fort qu'il le peut, s'attendant à moitié à se réveiller de ce rêve bizarre. La fillette se contente de le fixer, déconcertée par le comportement de plus en plus erratique de son frère. Ils arrivent à la périphérie de la ville, où un immense domaine est niché dans les montagnes. Aran rayonne de joie, annonçant qu'ils sont enfin de retour chez eux. Ils franchissent les impressionnantes portes principales de la secte de l'origine céleste. Baek Keoniéol décide que c'est l'endroit parfait pour faire profil bas et laisser son corps récupérer du récent combat. Il est un peu surpris que l'endroit soit plus petit qu'il ne l'imaginait, mais ses pensées sont coupées par un cri puissant. Le jeune homme se tourne vers la voix, son regard perçant se verrouillant immédiatement sur la source des cris. Un homme grand et sévère, vêtu de robe dorée, se tient devant eux. C'est le chef de secte, Dan Yeokseong. L'âme du guerrier reconnaît la puissante aura d'un maître de premier rang émanant de l'homme. Dan Yeokseong exige de savoir ce qu'il regarde, alors que Baek Keoniéol annonce calmement son retour. Un gros plan montre le sang tachant ses vêtements,
Un sombre rappel de la bagarre au marché. Le chef de secte fulmine déjà, ayant entendu des rumeurs sur le bordel que son fils a foutu en ville. Il regarde son père avec une expression vide, encaissant la réprimande sans dire un mot. Dan Yeokseong ordonne à la fille de rentrer et dit à son fils de le suivre pour une discussion en privé. Juste à ce moment-là, une femme vêtue d'une robe couleur pêche se précipite dehors, l'air absolument horrifié à sa vue. Il l'identifie comme sa nouvelle mère, jeune Séol, et son visage est un masque de pur choc. Elle s'agite autour de ses blessures et de l'épée qu'il porte, mais son mari lui dit de ne pas s'en mêler. Jeune Séol est convaincu que son fils a perdu la tête pour porter une arme dont il avait l'habitude d'avoir peur. Un autre jeune homme entre dans la cour, disant à sa mère de reculer pour que leur père puisse s'occuper de son frère. C'est le deuxième fils, Dan Wolgwang, et l'arrogance dans ses yeux crève l'écran. Baek Keonyeol ressent les vraies compétences d'un artiste martial chez lui et sait qu'il devra lui rabaisser le caquet tôt ou tard. Une fois à l'intérieur, Dan Yeokseong révèle que la personne qu'il a combattue est un disciple de la secte du Dragon Blanc. Il est clairement inquiet des retombées politiques, mais son fils explique que c'est l'autre gars qui a commencé. Il dit à son père que les choses n'ont dégénéré que parce que le disciple a sorti son épée et attaqué en premier. Le vieil homme est stupéfait d'entendre que son fils, censé être frêle, a réellement dégainé une lame en réponse. Il explique qu'il a juste entaillé la jambe du mec parce qu'il a eu l'audace de donner un coup de pied à Aran. Le jeune homme pose l'arme capturée sur la table comme preuve de l'affrontement. Pour enfoncer le clou, il remonte la jambe de son pantalon pour révéler la blessure qu'il a reçue pendant le combat. Voir le sang de son fils plonge Dan Yeokseong dans une rage noire contre ces « bâtards » qui ont osé lui faire du mal. Baek Keonyeol note l'inquiétude de son père, réalisant que la secte du Dragon Blanc doit être sacrément puissante. Il est content d'avoir pris le temps d'écouter, comprenant mieux les relations tendues de la secte. Il dit à son père de ne pas s'inquiéter, affirmant qu'il a fait payer ce type et qu'il devrait en rester là. Le chef de secte est décontenancé par la suggestion froide de son fils de simplement buter ses ennemis. Le gosse se force à refréner ses pulsions meurtrières, sachant qu'il a besoin du soutien de son père pour le moment. Un bruit lourd et soudain à la porte signale l'arrivée urgente de quelqu'un. Un colosse nommé Maktai fait irruption, ayant l'air prêt à partir en guerre pour son jeune maître. Wolyok est sincèrement surpris par la taille du serviteur et son énergie frénétique. Maktai le ramasse et commence à courir vers l'aile médicale, braillant pour qu'on amène un médecin. Être porté comme ça est étonnamment confortable, ce qui l'amène à se demander quel genre de vie menait le propriétaire d'origine de ce corps. À la nuit tombée, le médecin de famille examine attentivement la blessure à la lumière de la lune. Il confirme que les méridiens sont intacts et dit que le garçon pourra se déplacer sans problème dès demain. Le docteur termine son travail et conseille au jeune maître de bien se reposer. Maktai est en larmes, le visage ravagé alors qu'il continue de pleurer sur l'état de son maître. Maktai chiale toujours toutes les larmes de son corps, s'accrochant à la jambe de son jeune maître comme si sa vie en dépendait. Baek Keonyeol perd rapidement patience, se demandant pourquoi diable ce géant fait un tel scandale. Il en a finalement assez et repousse le serviteur larmoyant d'un coup de pied, l'envoyant valser à travers la pièce. La pièce devient silencieuse l'espace d'une fraction de seconde, à l'exception du bruit du serviteur heurtant le plancher en bois. Maktai se redresse, reniflant toujours et s'essuyant les yeux, bafouillant que son cœur a failli s'arrêter quand il a appris la nouvelle. Wolyok le fixe avec une expression impassible, lui demandant s'il se fait virer ou un truc du genre si le jeune maître a une simple égratignure. Le serviteur est blessé par cette remarque froide, disant que ça ne ressemble pas à son maître d'être aussi insensible. En regardant la détresse sincère de l'homme, le guerrier réalise que ce serviteur doit vraiment tenir au gosse qu'il a remplacé. Il prétend avoir mal à la tête et dit à Maktai de quitter la pièce pour qu'il puisse avoir un peu de paix et de silence. Avant que l'homme ne puisse protester, il donne un ordre ferme. À partir de maintenant, Maktai doit obéir immédiatement sans broncher. Décontenancé par ce soudain changement d'autorité, le serviteur s'incline profondément et accepte de sortir. Alors qu'il marche dans le couloir, il suppose que son maître bluffe juste pour cacher le traumatisme de son agression. Enfin seul, Wolyok se tient devant un miroir et enlève sa chemise pour inspecter sa nouvelle forme. Il est dégoûté par ce qu'il voit. Un corps frêle et maigre qui a l'air de ne pas avoir vu un jour d'entraînement depuis des années. Il soupire, sachant que ses plans de vengeance contre le culte du démon céleste sont ridicules dans cet état de faiblesse. Mais il croise le regard de son propre reflet, se rappelant qu'il est en vie, libre, et que son âme est toujours intacte. Si les cieux ont jugé bon de le ramener, alors il devra simplement utiliser sa volonté pour forger ce corps en une arme. Il s'assoit sur le lit et prend une pause de méditation, concentrant son énergie alors qu'une étrange lumière commence à émaner de ses yeux. Sa concentration est brisée par une crampe soudaine et atroce à la jambe qui le fait basculer.
Il maudit le vaisseau pathétique dans lequel il est piégé, réalisant que le chemin de la guérison sera bien plus long qu'il ne l'espérait. Alors qu'il sombre dans un sommeil agité, une scène familière, rouge sang, commence à prendre forme dans son esprit. Il se retrouve sur un champ de bataille, guerrier solitaire se tenant au milieu d'une mer de cadavres sous une lune cramoisie. Une tête tranchée repose à ses pieds, ses yeux aveugles l'accusant d'être un monstre sans cœur. La voix de son passé résonne dans le vide, le traitant de chien du jeune leader du culte. Les ombres des hommes qu'il a tués commencent à s'élever de la terre gorgée de sang, leur voix formant un chœur de haine. Il hurle qu'il l'attendait dans les profondeurs de l'enfer, prêt à l'entraîner vers le bas avec eux. Les silhouettes squelettiques grouillent autour de lui, leurs mains pourries se tendant pour arracher la chair de ses os. Il dégaine sa lame et commence une danse de mort désespérée, taillant à travers les esprits agités de ses victimes. Il hurle sa défiance, criant que dans le monde des arts martiaux, ce sont les forts qui dictent les lois. Dans le culte du démon céleste, il n'y avait pas de place pour la pitié. Seule l'autorité absolue des puissants comptait. Mais même s'il les fauche, de plus en plus de fantômes émergent du carnage pour le submerger. Une main squelettique se referme sur sa poitrine, le froid de la tombe s'infiltrant jusqu'à son âme. Il se débat contre le poids d'un millier de péchés, sa respiration devenant des halètements saccadés et désespérés. Une des apparitions se dresse au-dessus de lui, déclarant que son heure est enfin venue de payer pour ses atrocités. Il pousse un cri à glacer le sang, son visage déformé par un mélange de terreur et de rage incontrôlable. « Je ne peux pas crever comme ça !» hurle-t-il, sa voix résonnant dans ce monde cauchemardesque. Il se redresse brusquement dans son lit, cherchant son souffle alors que la lumière du matin commence à filtrer à travers les paravents en papier. Un cri soudain et furieux venant de l'extérieur de la maison le tire de sa torpeur, exigeant qu'il se montre. Sa convalescence est interrompue par des coups frénétiques aux portes principales du domaine. Une voix de l'extérieur exige que les portes soient ouvertes immédiatement, menaçant de les défoncer. Un serviteur qui balaie la cour interrompt son travail, levant les yeux avec une expression confuse et inquiète. Il se dépêche vers le portail, déverrouillant la lourde poutre en bois pour voir qui peut bien faire un tel boucan à l'aube. Le serviteur tire la lourde porte, pour se retrouver face à un type qui a l'air prêt à raser tout le domaine. L'intrus s'identifie comme Géom Somin de la secte du Dragon Blanc, sa voix dégoulinant d'arrogance alors qu'il toise le travailleur tremblant. La secte du Dragon Blanc, couine le serviteur, le visage pâle alors qu'il réalise l'ampleur de la situation. Géom Somin n'est pas seul. Un groupe de ses hommes se tient derrière lui alors qu'il exige de savoir où se trouve Dan Wolliok. Ses cris résonnent dans le calme du matin, accusant la secte de l'origine céleste d'ignorer la volonté de ses maîtres. Dans sa chambre, Wolliok entend l'agitation et tourne la tête, le regard acéré en comprenant que ses actions passées l'ont enfin rattrapé. Depuis le porche du bâtiment principal, le chef de secte Dan Yeokseong rappelle aux intrus qu'il a déjà expliqué que le garçon se remet encore de ses blessures. Wolliok se tient dans l'ombre de l'encadrement de la porte, l'expression glaciale alors qu'il observe la scène de loin. Géom Somin se fout des excuses, hurlant à plein poumon pour que le chef de secte lui livre le garçon immédiatement. Dan Yeokseong reste de marbre dans la cour, la posture détendue mais les yeux remplis d'une intensité calme et dangereuse. L'intrus blond menace en affirmant que tout refus sera considéré comme une déclaration de guerre entre leurs deux organisations rivales. Le chef de secte rétorque d'une voix sévère, soulignant que ce sont les disciples du Dragon Blanc qui ont d'abord levé la main sur sa fille et essayé de tuer son fils. Géom Somin rejette l'accusation, le visage déformé par un rictus alors qu'il ordonne qu'on amène le garçon pour affronter son jugement. Il fait un pas audacieux en avant, ayant clairement l'intention de s'enfoncer plus loin dans le domaine si ses exigences ne sont pas satisfaites. « Jeune maître, qu'est-ce que vous faites dehors » halète le serviteur alors que Wolliok émerge soudainement du bâtiment. Géom Somin pointe le garçon du doigt, les yeux s'illuminant de malice maintenant qu'il a trouvé sa cible. Il se moque de Wolliok pour avoir utilisé des coups bas contre son frère cadet, essayant de faire passer la bagarre précédente pour un acte de lâche. Wolliok sourit en coin, rétorquant que le mec qu'il a étamé devait être un vrai tocard s'il fait encore le mort après une simple raclée. L'insulte fait l'effet d'une gifle, envoyant une onde de fureur à travers les disciples rassemblés du Dragon Blanc. L'un d'eux porte la main à la garde de son épée, la main tremblante d'envie de faire taire ce petit merdeux insolent, une bonne fois pour toutes. Géom Somin dégaine sa propre lame avec panache, déclarant qu'il va rendre son jugement au nom de la secte du Dragon Blanc. L'acier tranchant de l'épée de l'intrus brille sous le soleil matinal alors qu'il se prépare à frapper. Soudain, sa confiance vacille alors qu'il ressent une poussée massive d'énergie spirituelle émanant du vieil homme qui se tient devant lui. Dan Yeokseong dégaine une énorme lame qui brille d'une lueur bleu féroce, sa voix tonitruante avertissant les intrus de ranger leurs armes à la seconde. Géom Somin hurle au portail,
exigeant qu'on punisse l'embuscade tendue à son camarade disciple. Dan Yeokseong les prévient de rengainer leur acier, où il ne se contentera pas de rester les bras croisés en tant que chef de secte. Jeom So-min ne recule pas, demandant s'ils veulent vraiment se mettre la secte du dragon blanc à dos. Baek Keonyeol observe sur le côté, reconnaissant là une méthode classique pour brutaliser une petite secte. Le garçon dit à son père de le laisser s'en charger, vu que c'est lui qui est impliqué. Il s'avance pour mettre les choses au clair, laissant le vieil homme se demander d'où lui vient cette nouvelle assurance. Baek fixe les intrus, complètement impassibles face à leur posture agressive. Jeom So-min est scandalisé de voir un gamin comme lui s'adresser de haut à un supérieur. Il ricane, insultant la secte de l'origine céleste pour avoir échoué à inculquer les bonnes manières à sa jeunesse. Baek riposte direct, notant que le comportement de la secte du dragon blanc en dit long sur leur propre niveau. Il demande ce qui cloche dans son comportement, vu qu'il agit exactement comme devrait le faire le jeune maître. Jeom So-min l'accuse d'être un lâche qui n'a gagné que grâce à une attaque furtive chanceuse. L'accusation d'attaque furtive prend le garçon au dépourvu, mais pas de la manière dont il espérait. Il a dégainé son épée, répétant leurs mots, la voix froide alors qu'il s'apprêtait à exposer leurs mensonges. Il entr'ouvre sa robe, révélant la preuve ensanglantée du combat. Il rit de l'absurdité de la situation, les traitant de guignols pour crier à l'attaque furtive après être tombé à plusieurs sur un homme désarmé. Le jeune frère de Jeom So-min a immédiatement balayé ça, affirmant qu'il n'avait gagné qu'en recourant à des coups bas. Baek leur rappelle que ce sont eux qui ont commencé en filant un coup de pied à une petite fille. Il suggère qu'ils demandent simplement aux marchands du coin pour savoir qui dit la vérité. Les racailles se regardent, clairement ébranlés maintenant que leurs mensonges s'effondrent. Jeom So-min ricane, affirmant que les témoins peuvent être facilement achetés ou fabriqués. Baek réalise qu'il n'y a pas moyen de les raisonner, alors il demande comment il compte régler ça. Il attend de voir quel genre de piège ils lui ont tendu. Jeom So-min sourit narquoisement et propose un duel pour prouver une bonne fois pour toutes qui a raison. Le chef de secte est stupéfait par l'idée, pensant que son fils n'a aucune chance dans un vrai combat. Il suggère un match avec des épées en bois pour voir si Baek peut vraiment gagner sans aucun de ses tours de passe-passe. Le garçon se contente de sourire, plus qu'heureux d'accepter le défi. Dan Yeokseong tente de protester, mais son fils lui dit de ne pas s'inquiéter. Jeom So-min le prévient que le résultat déterminera tout, et que le perdant paiera le prix fort. Il a l'air d'une confiance absolue, imaginant déjà sa victoire. Il prévoit d'humilier publiquement la secte, affirmant que Baek n'est rien d'autre qu'un dégonflé. Il va encore plus loin, exigeant qu'il se retire du quartier commerçant s'ils perdent. Les autres membres de la secte réalisent que le but a toujours été de les chasser de leur territoire. Baek dénonce leur magouille dégueulasse, soulignant comment la faction orthodoxe opère en réalité. Il demande ensuite ce que la secte du Dragon Blanc est prête à mettre en jeu s'ils perdent. Jeom So-min est amusé, demandant si le gamin en a après leur terre. Baek exige qu'ils assument officiellement la responsabilité de tout l'incident du marché. Et plus important encore, leurs disciples devront être bannis des terres de l'origine céleste. Les spectateurs sont choqués par l'audace de ces contre-exigences. Jeom So-min demande s'il pense vraiment que ce petit duel vaut la peine d'imposer des sanctions à toute sa secte. Baek lui dit juste d'envoyer quelqu'un qui est à la hauteur de cette valeur. Alors, Jeom So-min reste sans voix face à un tel manque de respect. Baek lui répète d'envoyer quelqu'un qui a la même valeur que le jeune maître. Il suggère un disciple de première classe de la secte du Dragon Blanc, juste pour rendre les choses intéressantes. Jeom So-min n'en revient pas du culot de ce petit merdeux. Dan Yeokseong est encore plus choqué, se demandant si son fils n'a pas complètement pété un câble. Baek est clair, s'il perd le duel sous ces conditions, il se livrera lui-même comme le responsable de tout l'incident. L'esprit de Jeom So-min tourne déjà à plein régime sur l'énorme rançon qu'il pourrait exiger plus tard. Il balaie la confiance de Baek d'un revers de main, n'y voyant que le coup de bluff d'une mauviette notoire. Il accepte toutes les conditions sur le champ. Puis il annonce haut et fort qu'il sera celui qui relèvera le défi. Il est même surexcité à l'idée de monter lui-même sur le ring. L'un des membres de la secte observe, inquiet de ce qui va suivre. Avec tout le monde comme témoin, le duel est fixé à dans 15 jours. La secte du Dragon Blanc remballe enfin et quitte la cour. Une fois qu'ils sont partis, Dan Yeokseong explose et traite son fils de crétin. Il exige de savoir pourquoi il a fait un truc aussi irréfléchi. Baek répond calmement que c'était la meilleure solution. Le vieil homme lui demande s'il a au moins pensé aux conséquences. Il lui dit que l'intelligence ne sert à rien s'il n'a pas la force pour l'appuyer. Baek se contente de détourner le regard. Baek lui dit de ne pas s'en faire, parce qu'il n'est plus la même personne que dans le passé.
Son père hurle qu'il ne tolérera pas que son fils se sacrifie juste pour couvrir une erreur. Baek est un peu ému, réalisant que le vieil homme tient vraiment à son fils. Il serre le poing et dit que tout sera réglé s'il gagne. Yeokseong souligne que son adversaire est un maître de premier rang largement reconnu. Il hurle que même avec des épées en bois, Baek n'est absolument pas de taille contre un mec pareil. Baek campe sur ses positions. Il frappe violemment la table, qualifiant ça de bravade irréfléchie. Baek sursaute à l'explosion soudaine de colère. Il balance la vérité. Son fils est né avec les méridiens yin extrêmes rompus. Le nom de cette condition déclenche un souvenir chez Baek. Yeokseong lui rappelle que sa force physique est à peine supérieure à celle d'une femme. Il explique qu'à cause de son état, il ne peut même pas apprendre une méthode correcte de cultivation d'énergie interne. Baek est abasourdi. Il demande comment il compte combattre qui que ce soit dans un état aussi fragile. Baek a des sueurs froides. Réalisant la véritable cause de la faiblesse de son corps, le garçon tombe à genoux et hurle. Dan Yeokseong est au bord de la crise de nerfs, faisant la morale à quelqu'un sur le fait de naître avec des méridiens yin extrêmes. Il explique qu'à cause de la constitution maladive de son fils, même pratiquer la mauvaise méthode de cultivation pourrait le tuer. Il demande comment un corps aussi chétif pourrait survivre à un combat contre un maître de premier rang. Baek Keonyeol a l'air complètement épuisé, la sueur dégoulinant sur son visage alors qu'il lutte pour rester debout. Il pense à quel point ce corps est faible, s'épuisant au moindre mouvement. Il s'assoit en méditation, une aura violette tourbillonnant autour de lui. Il sait qu'il a besoin d'une méthode yang de haut niveau pour réparer son corps, mais cette secte de troisième zone n'a rien qui puisse l'aider. Il est coincé à utiliser des techniques de respiration basiques, juste pour éviter que son état ne s'empire. Regardant vers une tour lointaine, Baek Keonyeol réalise qu'il a besoin d'une méthode secrète cachée au plus profond du culte du démon céleste. De retour dans le présent, Baek Keonyeol s'appuie contre un pilier pour ne pas tomber. Son père, Dan Yeokseong, le regarde, pensant qu'il commence enfin à regretter son choix. Ils sont dans une pièce remplie de parchemins, et Baek Keonyeol ne recule pas face au défi. Il regarde son père dans les yeux, déterminé à aller jusqu'au bout du duel en tant que jeune chef de secte. Dan Yeokseong est fou de rage, refusant de voir son fils marcher droit vers la mort. Baek Keonyeol fait un geste froid en travers de sa gorge. Il demande quelques hommes pour l'aider à régler le problème silencieusement lui-même cette nuit. Son père est choqué. Il n'arrive pas à croire que des mots aussi impitoyables sortent de la bouche de son fils. Il essaie de convaincre le garçon d'envoyer simplement des excuses et de l'argent pour régler l'affaire. Baek Keonyeol l'avertit que s'ils se comportent comme une secte faible, ils finiront par courir à leur perte. Il lève les yeux, planifiant déjà son prochain mouvement pour assurer son avenir. Il dit à son père qu'il a une requête. Il demande une chance de prouver sa propre force. S'il réussit, il veut que le duel ait lieu. Dan Yeokseong est sceptique. Il demande comment son fils tout fragile compte lui prouver quoi que ce soit. Soudain, le vieil homme crie, sentant que quelqu'un rôde dehors. Un pied passe par la porte coulissante et entre dans la pièce. Baek Keonyeol observe quelqu'un entrer. Ce sont son père et Aran. Les domestiques murmurent sur le comportement bizarre de Baek Keonyeol depuis qu'il a pris ce coup de la secte du dragon blanc. Baek Keonyeol s'éloigne, les laissant à leur potin. Il se dirige vers un couloir silencieux en direction de ses quartiers privés. Son esprit est fixé sur la méthode de cultivation de la fracturation céleste flamboyante. C'est une technique légendaire d'un maître qui a disparu il y a plus de 200 ans. Il visualise l'énergie, un orbe de lumière vive se formant entre ses paumes. C'était l'une des méthodes ultimes de l'ancien culte du sang. Elle n'est pas aussi forte que le style du démon céleste, mais c'est parfait pour quelqu'un avec son problème spécifique de méridien. Il est déterminé à la maîtriser, sachant que c'est son seul moyen de réparer son corps pété. Il s'assoit torse nu en méditation, se concentrant sur l'énergie interdite. Il est maintenant le seul à connaître ce secret. On cogne fort à la porte, brisant sa concentration. C'est son frère, Dan Wolgwang, qui l'appelle. Baek Keonyeol se retourne, le regard acéré et agacé par l'interruption. Dan Wolgwang n'attend pas de réponse et force le passage. Baek Keonyeol lui demande ce qu'il fout là si tard la nuit. Dan Wolgwang déboule dans la pièce, fumant de rage. Il dit que leur père lui a parlé du combat à l'épée en bois dans 10 jours. Baek Keonyeol ne scie pas. Il admet que c'est lui qui a demandé le match. Son frère est sur le cul. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi un faible l'aurait défié. Il regarde Baek Keonyeol avec pure incrédulité, lui demandant s'il pense sérieusement pouvoir gagner. Il hurle, accusant son frère d'essayer de s'assurer qu'il ne pourra jamais prendre la place de successeur.
Baek Keoniéol sourit en coin, appréciant de voir à quel point il fait sortir son frère de ses gonds. Dan Wolguang crache sa frustration, disant qu'il a essayé de ne pas le détester malgré sa haine de la situation. Il détourne le regard, l'air vaincu. Il dit que tout ce combat ne fait que le rendre encore plus misérable. Baek Keoniéol observe son frère, réalisant que Dan Wolguang est amer parce qu'il a le talent mais ne peut pas prendre la succession. Il décide de jouer les mecs sympas une seconde et s'excuse d'avoir causé un malentendu. Il explique que le défi était juste censé être un test avant son vrai combat, et qu'il n'avait pas réalisé à quoi ça ressemblerait pour Wolguang. Dan Wolguang est stupéfait par le changement soudain d'attitude de son frère. Le ton de Baek Keoniéol change alors qu'il reproche à son frère d'avoir des pensées aussi mesquines à son égard. Il lui dit qu'il n'a aucune idée des efforts qu'il déploie juste pour réparer son corps brisé et se débarrasser de sa malédiction. Wolguang est confus, vu que tout le monde pensait qu'il avait abandonné l'épée pour les livres depuis longtemps. Baek Keoniéol serre le poing, promettant de montrer à tous sa vraie valeur lors de leur prochain affrontement. Puis vient le coup de grâce. Il promet de céder le titre de jeune chef de secte s'il est battu. Dan Wolguang n'en croit pas ses oreilles. Il demande si son frère est vraiment sérieux. Alors qu'il se tourne pour partir, Baek Keoniéol lui dit de ne pas s'inquiéter des objections de leur père. Il promet de dire à leur père qu'il se retire s'il perd. Wolguang lui demande s'il peut vraiment lui faire confiance. Baek Keoniéol lui lance juste un regard et lui dit de tout donner pour le combat. Wolguang sourit, obtenant enfin la chance qu'il a toujours voulu. Tôt le lendemain matin, le soleil commence à pointer au-dessus des toits. Baek Keoniéol est déjà habillé et prêt à partir avec un sac de voyage. Aran le repère et lui demande où diable il va à cette heure-là. Il dit à son serviteur qu'il sera parti 5 jours et de s'assurer que personne ne vienne le chercher. Aran commence à transpirer, se demandant si son maître est en train de se dégonfler pour le duel. Baek Keoniéol lui lance un regard qui dit tout ce qu'il a besoin de savoir. Le serviteur affiche un sourire penaud, essayant de sauver les apparences. Ça lui a valu une bonne droite dans la gueule. Baek Keoniéol s'éloigne alors qu'Aran est étalé par terre avec le nez en sang, lui souhaitant un bon voyage. Il finit par arriver devant un immense et luxueux domaine. À l'intérieur, un serviteur court à toute berzingue dans les couloirs, hurlant pour appeler son maître. Il déboule dans les appartements privés de Sajin Pai, qui essaie juste de se détendre sur son canapé. Maître Sa est agacé, râlant qu'il ne devrait pas avoir de rendez-vous aujourd'hui. Le domestique se penche et chuchote qu'un joli cœur fait un scandale dehors. Maître Sa n'hésite pas, il leur dit de prendre quelques gars, de tabasser le gamin à moitié à mort et de le jeter dehors. Mais là, le serviteur lâche une bombe. L'invité prétend être un voyageur venu d'au-delà des montagnes de Qinghe. Le visage de Maître Sa devient livide. Il commence à suer à grosses gouttes et ordonne au serviteur d'amener immédiatement l'invité dans les appartements intérieurs. La pièce est décorée d'or et de belles œuvres d'art, le genre de luxe que seuls les vrais pourris peuvent se permettre. Une main soulève une tasse de thé alors que l'invité prend une lente gorgée. Baek Keoniéol complimente le parfum tout en s'asseyant en face d'un marchand très nerveux. Maître Sa force un sourire, faisant de son mieux pour jouer l'hôte parfait. Baek Keoniéol va droit au but, demandant si le type a rencontré des difficultés avec ses affaires récemment. Dehors, le soleil brille sur l'immense complexe qu'il a construit avec l'argent du culte. À l'intérieur, l'invité mentionne à quel point l'arôme du thé est agréable. Le marchand est soulagé qu'au moins la boisson soit au goût de son invité. Baek Keoniéol s'excuse pour le manque de protocole, affirmant que la situation était tout simplement trop urgente pour une lettre officielle. Maître Sa dit qu'il ne pourrait jamais s'opposer à la présence de l'invité. Baek Keoniéol lui redemande pour ses affaires. Il bafouille que tout va à merveille grâce au soutien indéfectible du culte. Baek Keoniéol pose son thé, notant sa satisfaction qu'il n'y ait eu aucune complication commerciale. Maître Sa est assis en face de lui, transpirant à grosses gouttes et se demandant ce que cache vraiment cette visite inattendue. Intérieurement, le marchand panique, se demandant pourquoi un représentant du culte du démon céleste se pointerait en plein jour sans aucun préavis. Il sait que le culte n'est pas une organisation qu'on peut se permettre d'offenser, même si Baek reste calme et posé. Le silence dans la pièce est pesant, seulement rompu par le doux bourdonnement du luxueux domaine alors que Maître Sa cherche ses mots. Ravalant sa peur, Maître Sa ose demander la raison de cette visite soudaine. Baek pose sa tasse avec un léger clac, s'excusant d'avoir été tellement distrait par l'arôme du thé qu'il en a oublié son but. Maître Sa est sur le cul, frustré d'avoir failli mourir de peur pendant que son invité profitait du paysage. Il pousse Baek à en venir au fait, affichant un sourire forcé pour cacher son irritation grandissante. Baek Keoniéol précise que sa visite n'est pas pour les affaires officielles du culte,
mais plutôt pour une affaire personnelle et urgente au nom des hauts gradés. Maître Sa attend en retenant son souffle, sachant que les requêtes du culte sont rarement petites ou faciles à satisfaire. Baek lâche la bombe. Il a besoin d'herbes spirituelles de haute qualité comme du ginseng et d'une somme massive de 1000 taels d'or. Le marchand est intérieurement fou de rage, se demandant qui est ce gigolo à belle gueule pour exiger une rançon de roi sorti de nulle part. Il commence à douter que ce jeune homme soit même un véritable membre du culte du démon céleste vu son approche informelle. Maître Sa réalise que si ce n'est pas une mission officielle, il est peut-être en train de se faire arnaquer d'une énorme part de sa fortune personnelle. Quand même, 1000 taels c'est une somme astronomique, équivalente au budget annuel d'une secte de taille moyenne. Il craint que céder un ginseng millénaire en plus de l'or ne détruise complètement ses marges de profit. Baek l'observe silencieusement, lisant facilement les calculs cupides qui tournent dans la tête du marchand. Plongeant la main dans sa robe, Baek mentionne qu'il y a une dernière pièce à conviction que le marchand devrait examiner. Il fait glisser une lettre pliée sur la table, le parchemin atterrissant avec une finalité sinistre qui exige toute son attention. Craignant qu'on vienne de lui remettre son arrêt de mort, Maître Sa manque de tomber de sa chaise en hurlant pitié. Baek offre un fin sourire, le rassurant qu'il n'est pas là comme bourreau, mais simplement comme messager. Le marchand tremble en tendant la main vers la lettre, les yeux écarquillés par l'appréhension. Alors qu'il ouvre le parchemin et lit le contenu, son visage se vide du peu de couleur qui lui restait. Baek sait que la lettre a un poids immense, portant probablement la signature d'un doyen ou même du jeune leader en personne. Ayant passé sa vie passée à faire le scribe pour l'élite du culte, il est sûr que son écriture sera reconnue comme authentique. Essayant de sauver un peu de son magot, Maître Sa propose un ginseng de 500 ans à la place, espérant marchander pour s'en sortir. Baek pose une main sur la lettre, son ton devenant glacial alors qu'il suggère que le marchand prend le message un peu trop à la légère. Ses yeux bleu clair se plissent, transperçant Maître Sa avec une intensité soudaine et aiguë qui ne tolère aucune objection. Il lâche qu'il n'est pas venu là pour négocier et que le marchand ne pige clairement pas à quel point la situation est sérieuse. Maître Sa se recroqueville, la voix tremblante alors qu'il attend la prochaine menace de son invité. Baek commence à mentionner le nom du jeune leader, mais le marchand l'arrête vite, trop terrifié pour entendre d'autres secrets. Submergé par la peur, Maître Sa se jette au sol dans une prosternation frénétique et désespérée. Il implore son pardon, blâmant un égarement passager pour sa tentative de négocier avec le culte. En un rien de temps, il produit un sac rempli d'or et une série de billets de banque pour répondre à l'intégralité de la demande. Avec l'argent, il présente un rare ginseng millénaire, l'un des élixirs les plus puissants qui existent. Baek fixe l'offrande, reconnaissant que cela devrait être plus que suffisant pour satisfaire ses besoins actuels. Maître Sa reste prosterné, suppliant son invité d'être apaisé et de partir sans faire de vagues. Baek Keonyéol sort du domaine du marchand, son sac nettement plus lourd qu'à son arrivée. Il sourit pour lui-même, pensant à quel point il a été facile de manipuler ce type avide en utilisant ses connaissances du culte. Il quitte la ville, voyageant à travers les montagnes accidentées où une chute d'eau massive gronde dans un bassin en contrebas. À la tombée de la nuit, il atteint une auberge isolée au bord de la route, trouvant un endroit calme pour se reposer avant la prochaine étape de son voyage. À l'intérieur de la paisible auberge, quelques voyageurs sont assis aux tables en bois, profitant de leur simple repas du soir. Le personnel travaille avec diligence derrière le comptoir, préparant des paniers à vapeur remplis de raviolis frais pour les clients. Une assiette de 3 raviolis fumants est posée sur une table, l'arôme de la viande embaumant l'air. Baek Keonyéol écarte le rideau de l'entrée, pénétrant dans l'atmosphère chaleureuse de l'établissement. Un jeune employé nommé rend l'accueil avec un grand sourire, impatient de servir le nouvel arrivant. En s'asseyant, Baek demande les spécialités de la maison, pendant qu'Aran mentionne qu'ils ont aussi des chambres de libre pour la nuit. Tout près, un client à l'allure patibulaire observe l'échange, l'air suspicieux envers le nouveau venu si bien sapé. Baek Keonyéol affiche un large sourire carnassier et leur dit de lui apporter un de chaque plat, insistant sur les plats les plus riches et les plus gras, peu importe le prix. Le chef est abasourdi par la commande massive, demandant si quelqu'un d'autre se joindra au jeune homme pour le dîner. Le chef décide de s'échauffer, excité de cuisiner un tel festin pour un seul client. L'autre client continue de fusiller Baek du regard, sans doute agacé par l'étalage tapax en grave-l'œil de richesse du jeune homme. Baek se frotte l'épaule, frustré de voir à quel point son nouveau corps est frêle et s'épuise facilement après une courte distance. Il soupire, réalisant que malgré 3 jours de méditation constante, sa cultivation n'a pas montré beaucoup d'amélioration. Son regard s'aiguise alors qu'il regarde son sac, confiant que le ginseng millénaire qu'il a obtenu réparera bientôt sa faiblesse. Il pose une main sur ses affaires, sachant que l'herbe légendaire est la clé de sa puissance future.
Le client mécontent à la table voisine continue d'observer Baek avec un regard de pur mépris. Bientôt, la table est recouverte d'une variété vertigineuse de plats fumants et délicieux. Le visage de Baek s'illumine d'une joie purement gloutonne, bavant à la vue du premier repas somptueux qu'on lui ait jamais servi. Il ramasse délicatement un morceau de porc glacé succulent avec ses baguettes, la viande brillant à la lumière. Il s'empiffre, pensant que pouvoir manger des plats de gourmet à s'en faire péter la panse est le seul vrai avantage de sa situation actuelle. Aran vérifie si tout va bien, demandant si c'est à son goût, ce à quoi Baek répond avec enthousiasme qu'il n'a jamais goûté de tels délices. Le chef rayonne de fierté, heureux de voir son dur labeur si bien apprécié. Soudain, le client en colère claque sa main sur la garde de son épée, sa patience ayant finalement lâché. Il se lève et hurle sur le personnel, qualifiant la nourriture de « déchets » et « dés avariés », tandis qu'un Aran terrifié essaie d'expliquer que les raviolis étaient frais. Le loupard dégaine son épée, hurlant à plein poumon. Un ravioli vole droit dans sa tronche. Le serveur ne peut que regarder sous le choc la nourriture lui passer devant. Baek Keoniéol lève les yeux avec curiosité, se demandant qui fout un bordel pareil. Le personnel de la taverne est figé de terreur, s'attendant au pire. Une seconde avant, le voyou brutalisait le serveur, traitant la bouffe de merde. Puis, un ravioli vient s'écraser sur son visage avec une précision parfaite. Il tombe au sol, laissant une trace grasse sur le bois. Le loupard se retourne, cherchant le coupable. Baek Keoniéol est assis là, se goinfrant joyeusement. Il se penche et ramasse le ravioli écrasé. Il est absolument fou de rage, fixant la bouillie détrempée dans sa main. Baek Keoniéol l'interpelle, disant au mec d'arrêter de chialer et de bouffer. Puis, Baek jeta un autre ravioli par terre. Le voyou s'essuie le visage, son ego meurtri en même temps que sa joue. Baek Keoniéol l'admet, c'est lui qui l'a lancé, spécifiquement pour que le type le mange. Le loupard campe sur ses positions, lui demandant s'il ose vraiment l'avouer. Le garçon regarde simplement autour de la pièce, demandant qui ça pourrait bien être d'autre. Il se répète, disant au gars de se dépêcher et de bouffer la nourriture par terre. Le voyou commence à s'avancer lourdement vers la table, prêt à donner une bonne leçon à ce gamin. Il se penche tout près, essayant d'être le plus intimidant possible. Mais Baek Keoniéol lit en lui comme dans un livre ouvert. Ce mec n'a pas une once d'énergie interne. Il donne un dernier avertissement au loupard de le ramasser et de le manger. Le serveur l'appelle depuis l'autre bout de la pièce, désespéré de maintenir la paix. Il s'interpose, suppliant le voyou de retourner s'asseoir et promettant de le dédommager. Le loupard s'en fout de l'argent, il décroche juste une droite au serveur. Le pauvre type percute durement le sol. Le voyou ressort son épée, il a fini de causer. L'expression de Baek Keoniéol change, la blague est terminée. Le type jure qu'il va lui faire payer cette insulte. Il abat sa lame avec tout ce qu'il a. Baek Keoniéol ne se lève même pas, il se penche simplement pour esquiver. Les yeux du voyou s'écarquillent alors que son épée ne coupe que du vent. Baek Keoniéol regarde la table, cherchant une arme. Il s'arrête sur une simple baguette en bois. Un hurlement d'agonie perça la taverne alors que Baek frappait le loupard directement à la gorge. Le type s'effondra, crachant de la salive partout. Le voyou recule en titubant, se tenant le visage sous le choc. Le personnel est paralysé, regardant le gosse, frêle, démonter un homme fait. Le loupard pète un câble, dégainant son épée à nouveau dans une rage aveugle. Il charge, hurlant qu'il va le tuer pour ça. Sans attendre que l'épée ne frappe, Baek Keoniéol envoya un rapide coup de coude dans la poitrine du voyou. Le loupard s'effondre, cherchant son souffle par terre. Avant même qu'il ne puisse récupérer, Baek continua de mettre la pression. D'un mouvement vif, Baek envoya un coup de genou qui fit voler le gars en arrière. Le voyou suffoque sur le sol, essayant de sauver la face en menaçant le garçon. Il bafouille que Baek Keoniéol ne sait même pas à qui il a affaire. Baek Keoniéol est une faute. Il pose la main sur son épée, disant au loupard que son identité est le dernier de ses soucis. Il se penche, appelant le voyou le mec qui a osé ruiner le premier vrai repas de toute sa vie. L'épée siffla dans l'air avec un tintement aigu. Baek Keoniéol donna au type une dernière chance de bouffer ce ravioli par terre. Une minute plus tard, le voyou ne traîne pas pour savoir ce qui va se passer ensuite. Il se barre de la taverne aussi vite que ses jambes le peuvent. Il s'arrête enfin dehors, haletant lourdement et couvert de sueur froide. Il recracha une bouchée de nourriture par terre, ayant l'air absolument misérable après avoir été forcé de manger ce ravioli à même le sol. En regardant la taverne, il jure dans sa barbe et promet de faire payer ce morveux. À l'intérieur, Baek Keoniéol se rassoit à sa table.
Il demande au serveur si ce genre de racaille vient souvent. Le serveur soupire, expliquant que le harcèlement n'a commencé à devenir aussi grave qu'il y a 5 jours. Il mentionne qu'ils étaient autrefois un endroit populaire, mais que tout a changé quand une nouvelle auberge immense a ouvert juste à côté. Si les choses ne s'améliorent pas vite, la boutique fera faillite, les forçant à plier bagages et à partir. Baek Keoniéol reste silencieux, son esprit élaborant déjà un plan alors qu'il fixe la salle à manger vide. Quand le serveur apporte l'addition, Baek Keoniéol sort un énorme lingot d'or et le pose sur la table. Les yeux du serveur sortent presque de leurs orbites. Ils n'ont même pas assez d'argent dans la caisse pour rendre la monnaie sur un truc aussi précieux. Baek Keoniéol ne veut pas de monnaie. Il leur dit qu'il loue l'auberge entière pour les 4 prochains jours. Le propriétaire regarde depuis la cuisine, abasourdi. Baek Keoniéol donne ses instructions, 2 repas par jour, et garder la chambre impeccable. Le plus important, il veut une paix et un silence absolu. Aucun autre client n'est autorisé. Le personnel tremble, réalisant qu'une seule pièce d'or représente plus que ce qu'il gagne en un mois entier. Les yeux bleus de Baek Keoniéol deviennent froids lorsqu'il demande s'il y a un problème avec sa requête. Il se met immédiatement au garde-à-vous, hurlant qu'il n'y a aucun problème du tout. Il s'incline bien bas, lui disant que c'est un honneur absolu de l'accueillir au pavillon des nuages bleus. Le serveur le conduit en haut des escaliers, tandis que le proprio en bas fixe toujours l'or comme si c'était un rêve. Baek Keoniéol inspecte sa nouvelle chambre. Il aime le fait qu'elle ait une belle vue et plus important encore, une voie de fuite dégagée. Il dit au serveur qu'il la prend, et l'homme s'incline, commençant enfin à se détendre. Alors que le serveur se retourne pour partir, quelque chose dans l'intensité du garçon le laisse encore un peu sur les nerfs. Baek Keoniéol lance un dernier avertissement sévère. Peu importe les bruits qu'ils entendent, personne ne doit s'approcher de cette chambre. Il claque la porte, laissant le serveur confus se tenir seul dans le couloir. Le serveur ne peut que fixer la porte fermée, se demandant quel genre de client il vient de laisser entrer. Dehors, la lune se lève au-dessus de la taverne silencieuse, marquant le début d'une très longue nuit. Seul dans la pièce, Baek Keoniéol sort le ginseng millénaire. L'énergie yang qui en irradie est encore plus intense qu'il ne l'imaginait. Il sait que pour une personne normale, consommer quelque chose d'aussi puissant serait comme boire du pur poison. La plupart des artistes martiaux n'auraient pas l'énergie interne requise pour commencer à absorber sa puissance. Mais Baek Keoniéol a la méthode de fracturation céleste flamboyante. Il prend une bouchée, prêt à forcer cette énergie dans ses méridiens brisés. Il avale la racine, sachant que le risque est élevé, mais que la récompense est son seul moyen d'avancer. Il s'installe dans une pause méditative. Il peut déjà sentir une chaleur brûlante s'élever du plus profond de lui. Il lance la méthode de cultivation de la fracturation céleste flamboyante, concentrant tout sur le contrôle du flux. La sueur coule sur son visage alors que l'énergie massive du ginseng commence à inonder son système. C'est une guerre totale dans son corps alors que l'énergie de l'herbe se heurte à ses propres méridiens froids. Il commence à saigner du nez et de la bouche. La douleur est folle, mais il doit tenir bon pour éliminer les saletés de son système. Il est déterminé à retrouver sa force et à maîtriser les techniques ultimes du culte du sang. Il sait que ses anciennes compétences n'étaient que des copies du pouvoir du démon céleste. Cette fois, il va le surpasser. Le sang éclabousse le sol alors que Baek Keoniéol force les dernières impuretés hors de son système. Son esprit est empli d'une rage froide alors qu'il promet au démon céleste que le chien de chasse jeté aux ordures reviendra tel un loup pour lui arracher la gorge. La lumière du soleil inonde la taverne le lendemain matin, mais le calme est brisé par les bruits d'une lutte résonnant encore depuis la chambre d'amis à l'étage. En bas, le personnel se rassemble, se demandant si un truc a mal tourné pendant la nuit. Aran leur rappelle que les ordres du client étaient absolus. Personne ne devait s'approcher de la chambre, peu importe ce qu'ils entendaient. Aran fixe nerveusement l'étage, priant pour que leur riche client soit toujours en un seul morceau. La tension retombe finalement lorsqu'ils entendent le bruit d'une porte qui s'ouvre. Aran se redresse, réalisant que l'invité sort enfin. Des pas lourds et réguliers commencent à descendre l'escalier en bois, chaque grincement résonnant dans la salle à manger silencieuse. Aran lève les yeux, écarquillé de soulagement en voyant le jeune homme apparaître en haut des marches. Baek Keoniéol descend les escaliers, l'air revigoré et remarquablement calme. Aran l'accueille avec une courbette, demandant prudemment s'il a réussi à passer une nuit confortable. Les yeux bleus de Baek Keoniéol sont clairs et perçants lorsqu'il regarde le serveur. Il lui dit qu'il s'est très bien reposé, et qu'il est plus que prêt pour un gros repas.